Tout le monde devrait se familiariser avec cette grille 2 par 2, car sa logique sous-jacente gouverne le sentiment politique aux États-Unis. Elle explique ce qui s'est passé au niveau national en réponse à la guerre contre l'Iran et elle expliquera ce qui arrivera ensuite au sondage de Donald Trump, après un autre moment tumultueux dans la politique américaine. En effet, la dernière illustration de cela vient du dîner des correspondants de la Maison-Blanche prévu hier soir. Ou du moins le dîner prévu. Il a été interrompu par un tireur présumé que tout le monde soupçonne, sans confirmation pour l'instant, d'avoir tenté d'assassiner le président Trump. Je vais d'abord parler de l'événement. Le dîner des correspondants est un gala annuel qui se déroule au Washington Hilton. Il se trouve à environ 1,5 miles de la Maison-Blanche et jusqu'à hier, il était surtout connu comme le lieu de la tentative d'assassinat contre Ronald Reagan. Ronald Reagan a été blessé par balle lors de cet incident et sa survie a un temps été incertaine. Il accueille également la conférence annuelle de l'Association américaine de sciences politiques chaque fois qu'elle a lieu à Washington, D.C., donc j'y suis allé de nombreuses fois dans ma vie. Voici une photo personnelle prise à la conférence 2019 montrant la file d'attente pour la navette vers l'autre hôtel. Vous pouvez voir une plaque à un angle prononcé qui marque la tentative d'assassinat contre Reagan. Quoi qu'il en soit, en tant que personne qui a été à proximité de dirigeants mondiaux à plusieurs reprises, j'ai trouvé la situation de sécurité d'hier soir au Hilton surprenante. Le suspect a littéralement foncé à travers le périmètre de sécurité et s'est retrouvé assez près du président pour que les coups de feu soient audibles. À ce stade, il n'est pas clair si les tirs venaient du suspect ou des agents du secret de service qui tentaient de le neutraliser. Sans divulguer de détails spécifiques sur les stratégies de sécurité, je n'ai jamais été dans une situation où cela aurait été ne serait-ce qu'envisageable. Le premier périmètre de sécurité est toujours suffisamment éloigné pour que toute personne qui tenterait de le franchir doive courir pendant 1 minute avant de s'approcher de quelqu'un d'important. De plus, il y a toujours au moins une seconde couche de sécurité entre les contrôles initiaux et l'accès aux VIP. Par conséquent, cet incident va soulever des questions sur la planification du Secret Service, ainsi que sur la pertinence d'organiser un événement de ce type dans un hôtel en activité où séjournait le suspect. En dehors des menaces politiques à l'échelle nationale, nous avons récemment évoqué les incitations pour les groupes militants à agir aux États-Unis afin de sensibiliser le public à l'existence d'un groupe en particulier. D'habitude, on pense à des cibles faciles pour ce type de choses, mais l'inquiétude persiste même à des niveaux plus élevés. De plus, sans surprise, avant même la fin de la soirée, Donald Trump vantait déjà l'utilité de la nouvelle salle de bal de la Maison-Blanche en construction comme moyen de garantir un meilleur périmètre de sécurité. Il était plus qu'heureux de profiter de l'occasion, mais il n'a pas tort sur ce point. Quoi qu'il en soit, l'essentiel de la conversation d'aujourd'hui porte sur les conséquences politiques de la possible tentative d'assassinat. Il ne faut pas longtemps à parcourir les réseaux sociaux avant de tomber sur des théories du complot affirmant qu'il s'agissait d'un coup monté, que c'était simplement une tentative de rallier le soutien du public au président en période de crise internationale. Eh bien, je n'ai aucune information privilégiée sur ce que la Maison-Blanche aurait tenté de faire à cet égard. J'inviterai généralement toute personne ayant ce point de vue à réfléchir sérieusement à la difficulté de mettre en scène une tentative d'assassinat avec des munitions réelles, et en effet, un agent du Secret Service a été blessé par balle. Je suggérerai également de noter que Donald Trump est un président historiquement impopulaire qui a adopté les positions politiques les plus polarisantes qu'on ait vues de mémoire d'homme. Et bien que je ne recommande pas aux radicaux politiques de tenter de l'assassiner, la politique n'est pas un jeu à somme nulle, et cela ne fera qu'empirer la situation pour les États-Unis dans leur ensemble. Il n'est peut-être pas surprenant que certains aillent à l'extrême. N'oublions pas qu'il existe de véritables fous dans ce monde. N'oublions pas que l'homme qui a tenté d'assassiner Reagan voulait tuer le président parce qu'il pensait que cela impressionnerait Jodie Foster. Oui, l'actrice Jodie Foster. Et franchement, si ce n'est pas la phrase la plus stupide que j'ai jamais dite, je ne sais pas ce que c'est. Bref, revenons à la grille 2 par 2. C'est quelque chose que nous observons depuis que les États-Unis rassemblaient une armada au large du Venezuela, ce qui a effectivement abouti à l'arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro.
À l'époque, il y avait beaucoup de discussions sur le fait que c'était une énorme opération de diversion, où le président essayait de créer un effet de ralliement au drapeau pour faire remonter ses sondages en baisse. Il est très difficile pour un analyste comme moi de prévoir avec certitude ce qui va se passer dans les relations internationales. Le système mondial est une soupe d'informations confidentielles et il est impossible pour des gens comme moi de connaître tous les secrets que les États-Unis et chaque gouvernement étranger détiennent. C'est pourquoi il faut se moquer de ceux dans ma position qui prétendent tout savoir sur l'avenir. Le groupe de ceux qui disent que Poutine est fini, par exemple, ne sont qu'une bande d'imposteurs. Peut-être qu'il l'est, peut-être qu'il ne l'est pas. Nous ne savons pas. Mais les effets sur l'opinion publique, surtout sur ces questions, sont nettement plus prévisibles. Alors que la situation au Venezuela se dessinait, j'ai remarqué qu'une telle stratégie politique ne serait pas efficace. Effectivement, malgré une opération militairement brillante pour arrêter Maduro, le public américain n'en avait fondamentalement rien à faire. Les sondages n'ont montré aucun changement, ou toute différence restait dans la marge d'erreur. Même si, encore une fois, l'opération a été un immense succès d'un point de vue militaire et qu'elle a écarté du pouvoir un dirigeant que de nombreux anciens présidents avaient tenté sans succès de renverser par des moyens moins agressifs. Et la raison, encore une fois, c'est cette matrice à 2 par 2. Un ralliement réussi autour du drapeau doit convertir ceux qui ne le soutiennent pas en soutien. Le mécanisme par lequel cela se produit, c'est que les individus qui ne soutiennent pas le président, mais qui lui font confiance, changent leur position précédente. Ils n'ont peut-être pas confiance en ce président, mais ils font confiance à la fonction. Et lorsqu'ils voient une crise, ils veulent apporter leur soutien pour donner au gouvernement des États-Unis le pouvoir de prendre les mesures appropriées. Il est rare que les théories des conflits internationaux produisent des hypothèses significatives et testables, que nous pouvons ensuite confirmer dans les données. Mais c'en est une. L'ampleur de ces effets de ralliement est en réalité limitée par la confiance dans le gouvernement. C'est pourquoi nous pouvons être plus confiants dans nos prévisions ici, contrairement par exemple au moment précis où un accord entre l'Ukraine et la Russie prendra réellement effet. Les personnes qui prétendent être des théoriciens des jeux disent qu'elles peuvent prédire l'avenir. Et malheureusement, une partie du public y a cru. Les vrais théoriciens des jeux savent que la discipline montre qu'on ne peut prédire l'avenir dans la plupart des interactions stratégiques. La réaction du public face à un conflit observable échappe à ce cadre. C'est pourquoi les chercheurs en sciences sociales peuvent être un peu plus précis dans ce domaine. Eh bien, je l'ai dit il y a plusieurs mois, mais je vais le répéter. Je connais beaucoup de gens qui ne soutiennent ni ne font confiance à Donald Trump. Je connais beaucoup de personnes qui soutiennent et font confiance à Donald Trump. Je connais même beaucoup de gens qui soutiennent sans faire confiance à Donald Trump. Je ne connais pas de groupe de personnes qui, sans le soutenir, font confiance à Donald Trump. En fait, regarder ce tableau aide à comprendre l'effet anti-ralliement autour du drapeau que Donald Trump a connu depuis le début de la guerre avec l'Iran. Ce groupe important de personnes qui soutenaient, mais ne faisaient pas confiance au président, a jeté un coup d'œil à la situation et a déclaré qu'ils en avaient fini. Rappelez-vous, le président a fait campagne sur une plateforme visant à réduire les engagements à l'étranger. Si quelqu'un faisait confiance à Trump, il verrait l'incohérence entre ses actions et sa rhétorique de campagne, conclurait qu'il doit avoir une bonne raison de s'écarter de sa position et lui apporterait son soutien. Ils ne lui font pas confiance, donc ses sondages baissent encore. Il est difficile d'imaginer que la réaction du public sera différente après le dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Demandez au public ce qu'il pense de la possible tentative d'assassinat, et vous entendrez beaucoup de commentaires compatissants sur la nécessité de réduire la rhétorique politique aux États-Unis. Demandez-leur s'ils ont changé d'avis sur Trump, vous recevrez bien moins de réponses. Nous le savons grâce aux conséquences de la tentative d'assassinat de Butler en Pennsylvanie. Là-bas, l'auteur a effectivement tiré sur Trump. Mais ces chiffres dans les sondages ne se sont améliorés que de façon marginale par la suite, et tout effet était essentiellement indétectable une semaine plus tard, lorsque Biden s'est retiré de la course et que Harris a pris sa place. C'est une jolie histoire historique de dire rétrospectivement que Butler a scellé la victoire de Trump en novembre. L'autre hypothèse est que la seule chose qui compte pour les Américains, c'est le pouvoir d'achat, et que l'administration Biden a échoué là-dessus. Et l'aspect intéressant de cette hypothèse alternative, c'est qu'elle explique aussi ce qui se passe dans la politique américaine aujourd'hui.
Le public déteste la guerre avec l'Iran parce qu'elle fait grimper les prix de l'essence, ce qui aura des effets de débordement plus importants sur l'inflation. L'histoire de l'assassinat est une bonne excuse politique, car elle donne l'impression que la défaite des démocrates était totalement hors de leur contrôle. Mais c'est la mauvaise leçon à retenir si vous voulez rester compétitif lors des prochaines élections. Dernière remarque, le ralliement autour du drapeau n'est pas le seul avantage qu'un dirigeant peut tirer du déclenchement d'une crise. Chaque information de dernière minute qui capte l'attention du public détourne l'attention des médias de l'examen d'autres dossiers importants. C'est pareil quand le Congrès lance ses enquêtes. Pour répondre à la question sur l'impact sur les sondages de Donald Trump, la réponse est non, ou du moins pas significativement. Cela aura-t-il tout de même des effets positifs pour lui? Peut-être. C'est tout pour moi aujourd'hui. Petit rappel amical, j'ai une série en cours sur Lines on Maps Extra, où je passe 8 minutes à répondre aux questions importantes que vous me posez. Allez jeter un œil. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de liker, partager et vous abonner, et on se retrouve la prochaine fois. Prenez soin de vous.